Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Bienvenue au live meeting de Y. Et je suis en compagnie de l'équipe avec Maximilien et Benoît. Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez écrire directement sur le chat pour voir si la connexion se fait. En attendant que tout le monde se connecte, je vais vous expliquer le programme de ce soir et vous présenter aussi l'outil qui nous accompagnera. Donc on est assez actif sur l'ITA, c'est déjà le 3e live meeting depuis la rentrée. Donc la rentrée est chargée. Je vois que Christophe est déjà là. Bonsoir Christophe. Et Bonsoir à bienvenue. tous. Du coup, pour le programme de ce soir, on attend que tout le monde se connecte, mais en gros, c'est Maximilien et Benoît qui vont présenter l'entreprise pendant 15 minutes à peu près. Voilà, on a maximum 1 heure ensemble, donc on a le temps. Et puis ensuite, je vous présenterai moi les conditions d'investissement et les raisons pour lesquelles l'ITA a suivi le dossier, donc les raisons pour investir. Et puis ensuite, on passera à vos questions. Donc du coup, pour ceux qui ont déjà des questions pendant la présentation de Y, vous pouvez déjà aller dans l'onglet questions et poser vos questions. Sur le chat, c'est moins pratique à gérer, donc je vous invite vraiment à utiliser cet onglet. Vous pouvez même voter pour les questions que vous préférez, comme ça on va faire aussi dans l'ordre de préférence pour que un maximum de personnes soient concernées par les réponses. Et puis il y a aussi Camille qui travaille chez Lita avec moi, donc moi c'est Meryl, et qui gérera le chat si vous avez voilà des problèmes de connexion ou si vous voulez aller vous connecter directement pour aller sur la fiche projet, etc. Enfin voilà, si vous avez des petites questions d'ordre organisation, il y a Camille derrière qui va peut-être se manifester et dire bonjour dans les quelques minutes qui arrivent. Et puis je pense que là ça commence à se connecter. Je suis en train de regarder. Il y a Magda, il y a Célia, il y a Serge. Bonsoir à tous. Et je pense qu'on va bientôt pouvoir commencer. De toute façon, pour ceux qui auront loupé le début ou qui peuvent pas rester jusqu'au bout, il y a le replay qui sera disponible et automatiquement en étant inscrit, vous allez recevoir le replay intégral du live. Et puis, je vous invite déjà à poser vos questions dès le début, mais sinon, je vais vous laisser la parole à tous les deux. Et je vais devenir toute petite pour vous laisser un petit peu la lumière, du coup. Bonne présentation à tous les deux et puis on se retrouve dans quelques minutes. Merci. Du coup, bonsoir. Alors, moi, c'est Maximilien. Bonsoir, moi, c'est Benoît. Du coup, on est les fondateurs de Y. Donc, j'imagine que vous avez déjà un peu tous regardé le dossier sur l'ITA. Mais on va vous refaire une petite présentation de l'entreprise. Donc, Benoît et moi, on est amis depuis le lycée. Donc, cette société, c'est déjà une histoire d'amitié. Et à l'époque, on voulait déjà monter notre affaire ensemble. Donc ça, c'était à l'époque des études supérieures. Et au départ, on n'est pas du tout issu de l'agroalimentaire, donc on ne voulait pas créer une fabrique de yaourt, mais on voulait déménager dans le sud de la France et ouvrir un bar avec des bons produits régionaux français. Et puis, on termine nos études et Benoît, qui est du coup une formation ingénieur en réseau télécom, a tout validé son diplôme, mais il lui manquait à l'époque le TOEIC pour valider son diplôme d'ingénieur. Du coup, il est parti en Australie et je le laisse raconter son voyage. Donc, du coup, au bout de mon voyage, j'ai rencontré un Australien d'origine libanaise. Donc, c'est vraiment le berceau du yaourt à la grecque. Il avait une propre société qui faisait notamment du yaourt à la grecque et des dips et des falafels. Et moi, j'étais à l'époque de la recherche d'un travail. Et donc, du coup, j'ai commencé à travailler avec lui dans son laboratoire. Et j'ai eu un engouement pendant 1 an à travailler avec lui. Donc, il m'a appris vraiment toutes les ficelles, tout ce qu'il savait, etc. J'ai fait des marchés avec lui, j'ai fait la fabrication, le conditionnement, j'ai fait la livraison, j'ai tout fait. Et donc, du coup, on était toujours en contact avec Maximilien. Et donc, du coup, je lui ai dit, Maximilien, dès que je rentre de mon séjour, on se lance dans le yaourt. Donc, au début, il m'a un peu souri, rigolé, parce qu'il était un peu surpris de mon choix. Et après, du coup, je lui ai montré un petit peu tout ce qui se passait en Australie sur le yaourt à la grecque. Donc, du coup, voilà, c'est là, à l'époque, on était en fin 2013. Donc, Benoît rentrait d'Australie avec cette recette. Je pense que lui, comme moi, au départ, on n'est pas nécessairement des grands fans du yaourt. On en mange, mais c'est pas forcément ce qui nous faisait vivre. Mais il est rentré, on a fait nos petites études sur comment ça fonctionnait à l'étranger. À l'époque, il y avait Danone et Yoplait qui lançaient le Danio et le Yopa, qui étaient des produits équivalents à ce que Benoît fabriquait en Australie et qui lançaient ça sur le marché français. Et on s'est dit, il va y avoir quelque chose à faire. Donc, on a commencé à
à vouloir se lancer là-dedans, mais à l'époque, on avait très peu d'économies. Donc, on était 3 quand on a lancé l'histoire. On avait 5 000 € chacun. Et là, on se lançait dans un marché qu'on ne connaissait pas, donc l'agroalimentaire. Avec 15 000 €, on fait pas grand-chose. On n'avait pas de connaissances. Et du coup, on voulait lancer aussi un marché qui était très peu connu. Donc, quand on est parti voir la banque, ça a été assez compliqué de négocier nos premiers prêts. Mais on a réussi au tout départ, du coup, il y a 8 ans, à regrouper un peu plus de 50 000 € d'enveloppe de départ pour commencer à monter la société. Avec ça, dans l'agroalimentaire, il faut reconnaître qu'on ne fait pas grand-chose. Du coup, après avoir recherché un peu, on s'est installé dans le sous-sol des parents de Benoît. Donc, ils nous ont laissé investir le sous-sol de la maison, qui était vraiment un garage. On a fait un petit agrandissement et puis on a aménagé nous-mêmes, on a fait les travaux et on a fait un petit laboratoire d'une 30aine de mètres carrés qui était sous agrément sanitaire. Donc, on est sur les vraies normes d'hygiène, mais en version un petit peu miniature. Et au départ, du coup, on fabriquait tout de manière très artisanale et on conditionnait à la main. Donc, le yaourt était poché à la poche à douille et la confiture était mise à la petite cuillère et on avait des balances pour contrôler du coup les poids des yaourts. Et quand on faisait à l'époque 1000 yaourts dans la journée, c'était une très bonne journée et c'était assez fatigant. Et à peu près 3500 pots à la semaine, on faisait à peu près 3 jours et demi de production, parce qu'après le reste du temps, il fallait passer le temps aussi à faire la livraison et on faisait aussi les marchés. Voilà. Donc du coup, effectivement, au départ, on avait notre objectif, c'était de caler un petit peu ce que Benoît faisait en Australie. Et on s'était dit qu'on irait faire de la vente uniquement sur les marchés et que notre business model allait fonctionner comme ça. Et puis du coup, quelques mois après, donc on s'est lancé, nous, à vendre nos produits sur le marché en novembre 2014. Et le mois de mars suivant, du coup, au Salon de l'Agriculture, on avait inscrit nos produits au concours agricole. Et là, on a décroché notre première médaille d'or sur un yaourt à la grecque à la myrtille. Donc, ça nous a permis de nous faire un peu connaître. On a eu des articles dans les journaux. Ça a un petit peu mis la lumière sur notre entreprise, nos produits au niveau des professionnels. Et on a commencé, du coup, à avoir des revendeurs en plus des marchés. Quelques mois plus tard, on a fait notre première grande distribution avec Monoprix. Et puis, bon an, mal an, le temps est passé. On a eu d'autres grandes distribs, d'autres clients, jusqu'au jour où on a commencé à rentrer dans le marché dans le monde du collectif, avec tout ce qui est scolaire, restaurant d'entreprise, hôpitaux, etc. Donc, au bout de quelques années, donc on est resté 3 ans dans le laboratoire de Boivre, du garage, du coup. Et puis, à un moment donné, on pouvait plus. On n'avait pas vraiment de possibilité de grossir à cet endroit-là parce que l'infrastructure ne permettait pas de faire venir des machines ou d'améliorer vraiment le process. Donc, on a déménagé aux Alluets-le-Roi. Donc, c'est à 5 minutes de là où on était avant. Là, on est toujours aujourd'hui et on y a posé un nouveau laboratoire avec des capacités de production qui sont beaucoup plus grosses, de nouvelles machines, des nouvelles équipes. Donc, on est arrivé en 2017, on a fait à peu près 1 an de travaux et on a lancé du coup excusez-nous, on a des capteurs de lumière automatique. Ici, il est un peu loin. Voilà, ça se rallume. Et du coup, on a lancé la production aux Alluets. Et je ne vais pas vous faire toute l'histoire des Alluets, mais pour vous donner une idée aujourd'hui, on a sorti entre janvier et juin 1,2 million de pots de yaourt. Donc, on est vraiment loin des quelques milliers de pots qu'on faisait à la semaine à l'époque de Boivre. Donc ça, c'est l'histoire de la partie fabrication, qui est quand même notre cœur de métier. Mais on a aussi une deuxième activité qui est la distribution de produits locaux. Alors du coup, aujourd'hui, on a une boutique sur le site des Alluets, qui est une épicerie qui rassemble produits frais, nos produits entre autres, mais produits frais, fromagerie, crèmerie, charcuterie, épicerie sucrée, salée, fruits et légumes et tout ce qu'on peut retrouver dans une épicerie classique, mais avec une dominante francilienne. On a quasiment que des produits qui proviennent du coup d'Île-de-France. Et ce deuxième métier, il n'est pas venu par hasard. C'est du coup parce que quand on a commencé les marchés à l'époque, on s'est rendu compte qu'il fallait quand même vendre un paquet de yaourts pour avoir une journée plutôt rentable. Et on a commencé petit à petit à rajouter des produits de copains producteurs qu'on rencontrait sur les marchés, sur les salons d'artisans. Et au fur et à mesure, on a commencé à prendre cette étiquette de revendeur de produits locaux et à agrandir notre gamme. Et aujourd'hui, on se retrouve avec plus de 1000 produits, 1000 références de produits franciliens. Donc là, aujourd'hui, c'est les deux métiers sur lesquels on travaille, où on a acquis quand même une plutôt bonne expérience et qu'on souhaite du coup développer à travers la levée de fonds qu'on est en train de faire. Voilà, j'ai essayé de faire le plus court possible pour laisser la place aux questions, parce que si je commence, je ne m'arrête pas. Est-ce que Meryl, c'était clair ?
Très clair. J'ai cru que mon... Est-ce que vous m'entendez? J'ai cru que mon micro ne se découpait. Est-ce que c'est bon? Vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Ah, c'est bon. Top. Nickel. En plus, on a déjà des questions. J'étais en train de voir, il y a Denis qui n'arrive pas à poser sa question dans l'onglet questions, donc je vais la reporter. Mais en attendant, avant de prendre les questions, je vais juste vous rappeler les conditions d'investissement. Donc, on cherche 400 000 euros sur ce tour. Du coup, on a déjà 280 000 euros qui ont été collectés, dont 20%, à peu près 80 000 euros par les particuliers. Donc, vous avez des co-investisseurs. Et ce qui va être important pour vous et les raisons pour investir, c'est, il y en a 4, en tout cas, Lita, nous on a dénombré 4. Le premier point qui est important et qui est une vraie raison pour investir, c'est le positionnement du coup de Y, qui est aujourd'hui une des premières marques de yaourt bio en circuit court du coup en Île-de-France. Donc cette notion locale est très importante, et notamment par rapport à votre part de marché la plus importante qui est la restauration collective. Ensuite, sur le marché, il y a vraiment une tendance de marché favorable aux yaourts bio, surtout en circuit court, ainsi qu'aux alternatives végétales, tendance qui est corroborée par le contexte de la loi Egalim 2. Ensuite, il y a une traction commerciale qui est avérée auprès de clients grands comptes, et notamment du coup toujours dans la restauration collective. Donc, il y a eu un doublement du chiffre d'affaires mensuel par rapport à l'année dernière. Et donc, du coup, il y a une forte attractivité aussi dans votre boutique. Et enfin, le dernier, c'est l'impact. On a noté une vraie volonté d'aller plus loin dans l'engagement du coup de la marque et en faveur d'une alimentation saine et éco-responsable. Du coup, c'est un investissement en action et qui vous permet aussi de bénéficier de la réduction d'impôts. Et pour ceux qui sont dans le cadre fiscal assez spécifique de l'apport-cession, c'est aussi éligible. Donc maintenant, je vais vous laisser la parole et on va prendre les principales questions. On va peut-être commencer par celle de Denis qui n'a pas pu poser dans l'onglet questions, qui demandait quand est-ce que Y va lancer des gammes végétales, car avec les sécheresses et le bilan négatif en GES de l'élevage même extensif bio, ce n'est pas une bonne voie pour les éleveurs franciliens qui devraient aider à être transités vers des cultures végétales. Le marché est prêt. Alors, on peut répondre du coup déjà à celle-ci. Allez. Alors, le végétal, ça fait longtemps qu'on y pense. On avait déjà fait des tests il y a un moment. Après, c'est vrai qu'entre ce qu'on avait prévu et ce qui s'est vraiment passé, entre-temps, il y a eu le Covid et on a dû changer un petit peu nos plans. Mais on est reparti sur des tests. On a différents tests. Après pour l'instant, il y a pas encore, on n'a pas quelque chose de positif. Pour nous, l'idée, c'est de sortir du végétal, mais pas juste pour le sortir. Déjà, on veut sortir du végétal bon. Donc, on aimerait déjà viser un produit qui soit vraiment un bon produit parce que c'est ce qu'on essaye de faire. Mais on travaille sur différents supports végétaux et on a aussi un objectif, du coup, parce que sur cette levée de fonds, avec toute transparence, on a pris un leveur externe qui est dans le financement éthique aussi et qui nous a mis un objectif de commercialisation du coup de produits végétaux avant la fin de l'année. Donc, on a relevé le challenge et on est en train de travailler sur un produit végétal. À base de riz. Ou au lait d'avoine. Les premiers essais du coup sont sur du riz, mais la personne qui travaille dessus a aussi travaillé sur de la patate douce, sur de l'avoine. Du coup, pour l'instant, il n'y a pas quelque chose de défini. On fait déjà des tests, on regarde les textures, les goûts, on essaie de différents ferments. Et en tout cas, c'est quelque chose sur lequel on est attaché et ça va sortir, je pense, relativement vite. Ok, très clair. Je ne sais pas si la question, en tout cas la réponse vous a satisfait. Vous pouvez peut-être l'indiquer dans le chat. En attendant, on va prendre la question de Magda qui demande quelle est la durée de votre collaboration avec le groupement Biolay. On a commencé le bio en 2018. Du coup, depuis 2018, on est sous contrat avec Biolay. Un contrat tripartite. Ok. Alors, par contre, pour aller un peu plus loin, en 2018, on a commencé avec un contrat, ce qu'on appelle départ ferme. Du coup, depuis 2018, on va directement chercher chez une éleveuse le lait à la ferme. On va collecter le lait cru du coup dans nos citernes qu'on met dans nos camions frigo. Là, depuis une semaine, on a en plus de ce contrat-là un contrat de livraison de lait sur le même circuit que notre agricultrice. Du coup, sur des volumes qui sont plus gros, puisque forcément, l'agricultrice, sur les élevages bio, on est quand même assez contrôlé, c'est pas de l'élevage intensif. Du coup, on arrive souvent là, notamment avec la sécheresse, à la limite
de la ferme. Du coup, on se fait livrer du lait sur le circuit de collecte de notre agricultrice, qui sont du coup des fermes Biolais sous les mêmes contrats, les mêmes chartes d'élevage que Biolay impose. Du coup, peut-être pour préciser, pour aller un peu plus loin sur la question, est-ce que c'est des contrats tacite reconduction? Vous êtes sur des contrats à long terme? Comment vous voyez à l'heure actuelle, c'est des contrats annuels qui sont du coup, c'est des contrats annuels. Ok. Alors, pour les prochaines questions, j'ai regroupé 2 questions de Vincent et Célia. Vincent aimerait recevoir vos produits si c'est possible. Il demandait si c'était possible, mais bon. Peut-être si Vincent devient actionnaire, il pourrait avoir peut-être une contrepartie. Mais ça revient à la question de Célia qui demande aussi, est-ce que vous prévoyez une extension de la vente des produits hors Île-de-France? Si oui, Non. quand et où? Sur l'historique d'Y, on est sorti 2 fois d'Île-de-France. Donc, la première fois, c'était via un contrat avec Nurest, quand on avait le contrat à l'époque sur les trains intercités. Donc, en fait, sur la SNCF, ils changent régulièrement les cartes. Du coup, on a fait plusieurs cartes là. Et en fait, si on prend les gares parisiennes, le contrat, c'est aussi, on doit aussi livrer on avait aussi un point sur Toulouse. Du coup, on avait quelques yaourts qui sont partis là-bas. Et la deuxième fois, c'est pendant le Covid. On avait un client qui avait un contrat avec des hôpitaux sur le national. Et du coup, on a livré, il y a certainement des yaourts pendant le Covid qui sont partis sur le national. Après, aujourd'hui, notre objectif, l'Île-de-France, c'est déjà un très gros marché. Notre image, elle est basée sur le local, la distribution locale. Et du coup, pour l'instant, on ne voit pas vraiment d'intérêt, nous, à aller exporter nos yaourts trop loin de chez nous. Et par contre, on a toujours eu en tête dans l'idée d'un développement peut-être un peu plus gros. Si demain, on devait aller vendre des yaourts du côté du Bordelais, par exemple, on irait implanter une fabrique dans ce coin-là pour transposer le modèle. Mais transposer le modèle avec les mêmes recettes, mais avec du lait, justement, des fermes aux alentours, par exemple, de la région Aquitaine, ou comme en Bretagne, etc. Mais dupliquer le modèle, on va dire, de petits ateliers de transformation et dans chaque région. On n'est pas sur un modèle, du coup, avec une grande centrale. Non, c'est pas le but. Voilà, très clair. Humaine c'est très clair. Du coup, on va passer à la question de Serge qui demande comment justifiez-vous une telle augmentation dans vos prévisions de CA entre 2022 et 2026, plus 412,8%. Quelles sont concrètement les premières étapes de développement post-levée? Alors déjà, comme j'expliquais tout à l'heure dans le descriptif de nos activités, il y a la partie fabrication. Donc là-dessus, on est sur une activité qui avait pris un gros coup en Covid, du coup, parce que le collectif avait fermé, qui repart sur les chapeaux de roue, vraiment poussé par le Egalim, et puis vraiment poussé par les lois Egalim, hein, du coup, qui poussent les écoles à référencer ça. Et puis du coup, on est aussi un acteur déterminant dans les réponses au marché public. Il y a pas mal de caisses des écoles parisiennes, par exemple, qui ont choisi les dossiers de nos distributeurs parce qu'on était intégré au menu, et pas forcément que pour le yaourt. Hein. Il y a une caisse qu'on a pris la semaine dernière, qui est celle du 19 ou du 20e, qui a choisi le dossier parce qu'ils voulaient des mousses au chocolat artisanales et du coup pas des mousses au chocolat foisonnées comme on trouve beaucoup dans les écoles. Donc on a vraiment on a une demande qui est très forte, et aujourd'hui on a un pipe commercial avec du traité, du non traité et des choses qui vont arriver qui est quand même assez conséquent, et sur les marchés sur lesquels on travaille, on est sur des gros clients. Là, aujourd'hui, le client qu'on est en train d'absorber, qu'on a commencé à absorber avant les vacances, il va peser au minima, je ne sais pas si cette année on va y arriver, mais au minima, peut-être l'année prochaine, le client à lui seul, il pèse au moins un demi-million d'euros sur notre chiffre. Et il y en a ça fait partie d'un groupe avec une deuxième entité qui est là en train de se développer aussi très fortement à la rentrée. Et là, on est déjà en train de booker les volumes, alors que les nouveaux clients qu'on est en train de traiter, qui devraient rentrer prochainement, ils ne sont pas encore rentrés. Donc là, on a Pomona. Pour les gens qui sont dans le milieu alimentaire, on a Pomona qui est un gros distributeur qui nous attend. On a la Sodexo qui voudrait qu'on lance en service aussi. On a Elior dans les tuyaux. On a potentiellement le TGV sur lequel on peut travailler sur un dossier qui est assez gros, le Crous aussi. Où le Crous, on peut commencer là sur l'académie de Créteil, mais pareil, pour l'instant, on sature en termes de volume parce qu'on n'a pas forcément les effectifs, et il faut y aller crescendo, hein, on peut pas passer de tout à rien du jour au lendemain. Donc là, en termes de développement commercial sur la partie fabrique, on a quelque chose d'assez fort, juste sur le pipe, sans aller chercher plus loin. Ensuite, sur la deuxième branche,
qui est la partie distribution, on a la volonté de développer la partie du coup, B2C avec l'ouverture de nouvelles boutiques. Donc là, la boutique qu'on a actuellement sur les Alluets, on fait à peu près 15 000 passages à l'année. Alors, ce n'est pas énorme peut-être à vos yeux, mais on est sur un village qui fait 2000 habitants. Donc, on arrive à capter du trafic sur les petits villages à l'extérieur. Et du coup, on voudrait tester ce modèle-là avec quelques améliorations qu'on a déjà en tête sur des centres-villes un peu huppés, typiquement Maison Lafitte, Saint-Germain-en-Laye ou des choses comme ça. Et dans le prévisionnel, on avait tablé sur une ouverture annuelle avec on va dire un point d'exclamation sur la première. On se dit, d'accord, on part sur un nouveau marché, on teste la boutique, on va dire numéro 2, et selon les retombées que ça a, soit on poursuit sur ce développement, soit on bifurque sur autre chose si jamais ce développement ne prend pas. En tout cas, dans le prévisionnel, on avait tablé sur une ouverture annuelle de boutique, avec une boutique qui pouvait tabler entre... la nôtre ici, elle fait entre 3 et 400 000 à l'année. Du coup, sur un centre-ville, on a estimé qu'on pouvait tabler sur du 500K. Mais il me semble que sur les derniers prévisionnels, on avait révisé les chiffres en mettant quelque chose de plus bas. Mais du coup, chaque ouverture de boutique fait grimper aussi de manière assez importante le chiffre d'affaires. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Désolée, mon micro était coupé. J'ai dit, on va voir si Serge est satisfait de la réponse, s'il peut répondre sur le chat. J'ai essayé d'inviter Christophe sur scène, mais en attendant, on va prendre, parce que c'est là sa question qui a le plus de succès pour le moment. En attendant, on va passer à la question de Vincent, voir si Christophe peut poser sa question en direct. La question de Vincent, c'est comptez-vous faire évoluer les matériaux qui composent les emballages plastiques? Alors, la question, elle est très bonne, et c'est une question que tout le monde s'intéresse maintenant à ce sujet. On n'a pas une réponse précise à apporter parce qu'il y a plein de problématiques. Aujourd'hui, par exemple, vous voyez, il y a des clients avec lesquels on a signé des nouveaux contrats, notamment la ville de Paris, qui a supprimé tous les pots de yaourt de ses étals et qui a instauré un bar à yaourt. Et du coup, on est le seul fournisseur de yaourt de la ville de Paris en seau, en vrac. Du coup, aujourd'hui, au lieu de livrer les pots, on livre des seaux. Du coup, on a l'image du pot qui disparaît des rayons, mais on livre sur des seaux en plastique qui sont beaucoup plus épais, qui utilisent beaucoup plus de matière. Du coup, la question de l'utilisation du vrac, du pas vrac, du plastique, tout ça, il y a vraiment un sujet qui est assez important. Ensuite, il y a la question du carton sur lequel on s'est aussi renseigné, mais du coup, on a une pellicule qui n'est pas forcément recyclable sur les points carton et ça coûte aussi beaucoup plus cher. Et du coup, nous, ce n'est pas le problème du prix, mais c'est le problème de l'absorption du prix dans les milieux du collectif où les prix sont vraiment vus à la baisse. Et après, il y a la question du verre, où là, pour le coup, la question, elle est assez simple. C'est le verre n'est pas autorisé sur le collectif, notamment scolaire, qui est notre plus gros marché. Donc déjà, le verre, il est oublié. Ensuite, j'ai pris contact il n'y a pas longtemps avec une personne qui s'occupe justement de réfléchir aux stratégies de réutilisation des emballages dans les entreprises. Et elle me dit qu'il faut bien faire attention parce que du coup, même si demain, on en venait à utiliser du verre, si derrière, on n'a pas vraiment le bon circuit de recyclage et de réutilisation du verre, finalement, le verre, on va dire en usage simple et en jeté direct, si le verre n'est pas bien recyclé, il coûte plus cher et à produire et à transporter que l'utilisation du plastique. Donc, c'est des choses sur lesquelles on réfléchit, on est attentif, on a posé des questions, on regarde un peu ce qui se passe sur les marchés, mais vous voyez, par exemple, on a des scolaires qui vont nous demander du vrac 5 kg, d'autres qui veulent rester en pot, d'autres qui nous demandent des barquettes de 2 kg, et dedans, on ne peut pas non plus s'adapter à tous les formats, puisqu'à chaque fois, il faut la conditionneuse, il faut le matériel et la chaîne, du coup, pour conditionner tout ça. Donc, on est attentif, on regarde, mais ça, voilà, il y a eu un moment où il y a eu une poussée pour le carton. Finalement, il y a eu un petit retour parce que le carton, c'est pas si recyclable que ça. Le plastique peut être très bien recyclé s'il est bien trié dès le début et que la chaîne de tri est suivie jusqu'à la fin. Donc, on réfléchit un petit peu à tous ces sujets-là qui ne sont pas forcément évidents. Merci en tout cas pour votre réponse. En plus, entre-temps, il y a Christophe qui est monté sur scène. Bonsoir Christophe. Vous nous entendez? Bonsoir à tous. Ouais, je suis monté un peu beaucoup. D'ailleurs, je suis très grand, faudrait moi. Donc, moi, j'avais pas mal de questions. Donc, déjà, par rapport à Biolay, je ne connais pas Biolay. Quel est l'intérêt de passer par Biolay? C'est un intermédiaire? Comment ça se passe? C'est un groupement d'agriculteurs en France et en Europe. Du coup, Biolay, aujourd'hui, c'est une société qui va réunir
un certain nombre d'agriculteurs sur le territoire français, européen. Et du coup, qui va gérer les collectes de lait chez ces agriculteurs et ensuite la redistribution du lait chez les transformateurs, avec la gestion derrière du coup du transport, des analyses, avec le respect des chartes qui sont mises en place. Euh, et du coup, aujourd'hui, quand nous, on est rentré en contact avec, quand on cherchait du lait bio à l'époque, il faut savoir déjà qu'en Ile-de-France, hein, c'est pas monnaie courante. Et du coup, la ferme qui passait, à l'époque, la ferme avec laquelle on travaillait, enfin, on travaille aujourd'hui, c'est une ancienne de chez Lactalis qui se reconvertissait en bio. Et du coup, elle était en voie de conversion aux côtés de Biolay. Et du coup, c'est comme ça que nous, on est rentré chez Biolay. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez quand même plusieurs fournisseurs de lait, parce que n'est-ce pas dangereux d'avoir qu'un seul fournisseur au niveau de l'agricultrice? Alors non, justement, en gros, nous, on va dire notre fournisseur général, c'est Biolay. Avant, sur les premières années, du coup, on était en contrat, on avait un simple contrat départ ferme chez cette agricultrice. Du coup, on se fournissait uniquement chez elle. Et donc, quand il n'y a plus de lait, il n'y a plus de lait. Hein, on va au rythme des vaches de cette agricultrice. Mais du coup, sur la fin avant les vacances, on a fait installer un tank à lait ici. Et du coup, maintenant, on a la possibilité de se faire livrer du lait. Mais c'est toujours Biolay qui nous livre sur le circuit en fait de l'agricultrice. En fait, si vous voulez, si jamais nous demain on prend pas le lait, les volumes de lait chez notre agricultrice, on laisse la citerne qui doit passer normalement chez elle. Et du coup, il y a un camion qui collecte dans plusieurs fermes le lait bio, le lait de Biolay en fait, le lait qui est des fermes qui D'accord, sont. d'accord. Et du coup, quand on a besoin de plus, on fait venir ce camion du coup après les circuits de traite et on peut collecter du lait sur un volume supérieur à ce que notre agricultrice pouvait faire toute seule. Et là, en gros, maintenant, on fait les deux. Donc, quand on a des gros moments de production où c'est un peu tendu, on fait venir du lait sur des plus gros volumes et puis le reste de la semaine, on va chercher du lait chez notre agricultrice. D'accord. Voilà. Ok. Je vais laisser parler un peu les autres. Après, j'avais d'autres questions, mais on va partager. Vous pouvez les poser, Christophe, hein, dans l'onglet questions. On aura peut-être le temps d'y répondre. J'ai essayé d'inviter Denis sur scène. On va voir si Denis vient. Il avait aussi une question qui marchait bien. Mais en tout cas, merci, hein, Christophe, d'être monté sur scène et d'avoir osé. Tout le monde ne répond pas favorable à chaque fois à ces invitations. Non, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite une belle soirée. N'hésitez pas à revenir si on voit qu'on a le temps. Je vous réinviterai. Je vais poser quelques autres questions. Oui. Merci. Bonne soirée à vous. Merci. Oui. Alors, je ne sais pas si Denis va nous rejoindre, mais en attendant, on va peut-être prendre une autre question que celle de Denis. Je repasse sur les questions. Du coup, on a une question de Célia. Est-ce que vous prévoyez aussi une extension tant en termes d'ouverture de boutiques que de points de vente en GMS, par exemple, ou en distribution hors foyer? Oui, forcément oui. Après, alors la GMS, c'est un marché avec lequel on a commencé il y a quelques années. Du coup, aujourd'hui, on est en contrat régional avec Carrefour et Auchan sur les plateformes donc région, hyper et supermarché. Après, là aujourd'hui, c'est un marché sur lequel on a des prévisions, on a envie de faire des choses, mais c'est un marché qui est très chronophage et qui demande des moyens. Du coup, moyens en termes de marketing, en termes de merchandising. Donc, il faut passer en rayon, il faut bien connaître les chefs de rayon, les magasins, pour avoir des belles implantations, faire des animations, comme le dit Benoît. C'est des choses qu'on a beaucoup fait par le passé et c'est vrai que on se rend compte qu'il faut quand même avoir les épaules les reins solides pour aller sur ces marchés. Du coup, aujourd'hui, on a nos contrats avec eux et on a les plateformes sur lesquelles il y a les petites commandes qui tournent. Mais aujourd'hui, il y a tellement de demandes sur les autres marchés que ce n'est pas forcément notre priorité. On ne sait pas là où on est le meilleur, du coup, ce n'est pas forcément là où on va passer le plus de temps. Maintenant, on a les contrats, on a les entrées, on a des idées, mais on fonce d'abord là où on a du marché. Et après, pour nous, c'est très difficile. Nous, on livre des plateformes et c'est très difficile de savoir où vont nos produits, parce que du coup, les plateformes regroupent plusieurs supermarchés ou intermarchés. Et donc, du coup, on ne sait pas du tout si ça va aller dans le 91, 92. On a très, très peu de lisibilité, de transparence avec eux. Donc voilà. Ok. Merci à tous les deux. Du coup, bonsoir Denis et merci de nous avoir rejoints. C'est à vous le micro. J'ai vu que vous aviez une question, donc on vous laisse la parole. Oui, ma question par rapport, récemment là dans le lieu où j'habite, là dans les Hauts-de-Seine, il y a eu
en l'occurrence un marché U, pendant un mois, un bac entier qui était rempli de vos yaourts. Donc j'étais agréablement surpris parce que je les ai connus pour avoir travaillé au Muro. Voilà, donc du coup, j'avais connu votre marque comme ça aussi. Vous les connaissiez à l'entrepôt, non? C'est ça? Pardon? Vous les connaissiez de l'entrepôt, non? Oui, voilà, c'est ça. Et oui, par une idée de partenariat qu'on aurait monté avec vous, avec le PTCE des Mureaux. Et là, donc en l'occurrence, donc pendant un mois, il y a eu cette vente, et puis après plus rien. Donc du coup, quelle est la cause en fait de ça? Est-ce que c'est juste un one shot, puisque en général, U dit toujours qu'il veut privilégier les marques locales, etc. Je vais vous expliquer du coup la démarche. En gros, du coup, la grande et moyenne distribution, c'est un marché qu'on faisait avant sur les plateformes. Et du coup, on va dire que aujourd'hui, une plateforme, c'est censé desservir beaucoup de magasins. Quand on fait des référencements initiaux, on a souvent des têtes de gondole, des bacs sur lesquels il y a des volumes qui sont quand même intéressants. À la fin, quand on finit en fond de rayon, sur des marques comme les nôtres, qui ne sont pas des Danettes ou des Activia, on va avoir un colis par-ci, par-là de chaque saveur qui va être commandé. Du coup, on se retrouve avec des commandes en plateforme qui ne sont pas forcément, pour de la plateforme, ce n'est pas des palottes, ce n'est pas des commandes extraordinaires. Et il y a les récurrences de livraison assez importantes. Il y a les plateformes, là, c'est en train de changer, mais il y en a encore où c'est une cadence de 4 livraisons par semaine. Du coup, c'est 4 mini-livraisons qui sont chronophages et qui ne sont pas forcément des plus rentables. Du coup, il y a un peu plus d'un an et demi, on s'est dit on va essayer de changer de stratégie. On va essayer de repasser sur des magasins en direct. Et du coup, l'avantage du direct, déjà, c'est qu'on peut y mettre toutes nos références. Parce que sur du Auchan ou Carrefour, on a en référencé que nos yaourts à la grecque. Et du coup, le référencement en GMS, c'est quand même assez long. On s'est dit, vu que maintenant, on a les petits yaourts bio qui sont sortis, on a les mousses au chocolat, du coup, on s'est dit, on va passer sur du direct et on va proposer du coup plein d'autres produits. Ça va nous permettre de grossir les commandes. Et on s'est dit qu'on allait du coup démarcher les magasins un par un, se faire un bon carnet d'adresses et puis faire du one-shot avec des grosses commandes. Alors, du one-shot, c'était des fois une semaine, 2 semaines. On n'est pas forcément sur une livraison, mais ça pouvait durer peut-être un mois sur une opération. Et là, du coup, on pouvait facilement négocier une tête de gondole ou un tombeau et avoir une bonne position et du coup avoir un bon débit pendant cette période-là. Et après, on s'était dit finalement, le fond de rayon ne nous intéresse pas plus que ça parce que quand on revient à livrer en direct un magasin pour 3-4 colis, bah, c'est pas rentable. Donc, on s'est dit, on va commencer à établir cette stratégie-là et du coup, on va se créer un carnet d'adresses assez grand, puis après, on va faire tourner les magasins et faire des opérations ponctuelles dans les magasins régionaux. Donc, on a fait ça pendant 6 mois. Et ça marchait bien. Les gars, ils ont bien bossé. Du coup, on avait des bons contacts et ça tournait bien. Mais au bout du compte, on s'est dit, c'est vrai que tout le monde veut des produits locaux de manière ponctuelle. On n'est pas sûr que finalement, notre travail, il paye ses fruits et qu'au bout de 6 mois, on rappelle le magasin où on était et qu'ils nous reprennent forcément facilement. Du coup, on a dit aux gars, concentrez-vous sur le client-là qu'on a à traiter sur le collectif. Les volumes ont commencé aussi à pas mal être saturés. Et c'est vrai que la restauration collective nous en demandait toujours un peu plus. Et du coup, après, on est parti là-dessus. Ouais, donc on a fait un changement d'orientation stratégique en se disant on se focus sur ce qui est le plus simple et le plus rentable pour la et qui est consommé directement. Parce que là, justement, il y a une question aussi de Serge sur les termes de perte en termes de produits. Justement, nous, nos cantines scolaires travaillent à la commande. On a des commandes un minimum 10 jours à 1 mois et demi à l'avance. Du coup, ça nous permet de faire très peu de stock, justement, et on est vraiment quasiment sur du flux tendu et on a quasiment les prix que à la commande. Et donc, du coup, très peu de pertes et des produits de prévention qui vont assez loin, parce qu'on n'a pas 30 jours de DLC sur les produits. Et quand on en a un petit peu, on utilise des magasins anti-gaspillage ou on offre à une EHPAD juste à côté. Ça répond à peu près à votre question, Denis, ou pas? Oui, j'ai compris. Oui. Ok, je comprends pourquoi ça continue. Et du coup, en fait, là, on pourrait demain rappeler le magasin et y retourner. Hein. C'est juste qu'aujourd'hui, les forces commerciales, on les concentre sur des choses qui sont plus simples pour nous. Il faut aussi comprendre qu'en production, les gars, ils ont des journées qui sont assez longues, qu'on essaye aussi de leur faciliter la tâche et qu'aujourd'hui, on leur a demandé qu'ils préfèrent du coup faire des grandes séries sur les machines que de faire des petits scams avec plein de changements de saveur, du coup, changer les outils. Et on respecte aussi leur choix là-dessus, puisque vu qu'on avait la possibilité de faire différentes orientations, pour nous, c'était un bon choix. Merci beaucoup, Denis.
Bonne soirée à vous. Merci d'être monté sur scène. Merci. J'essaie d'inviter Thomas sur scène. En attendant, on va reprendre une question de Christophe qui demande pour la GMS, ce sont sous vos marques distributeurs, c'est sous les marques distributeurs ou sous votre propre marque que vous, du coup, vous vendez les yaourts? Nous, on vend tout sous notre propre marque. À l'époque, on avait lancé des produits avec des marques notre premier client en restauration collective, on l'avait eu comme ça, du coup, parce que ça l'intéressait de sigler les pots avec sa marque. Au final, c'est quelque chose qu'on a arrêté parce que c'était compliqué. On est capable de le faire, mais on ne le demande pas nécessairement. Donc, tout part sous la marque Y. Après, il faut vraiment vous dire qu'il y a vraiment une grande différence d'attachement à la marque entre les marchés du collectif, enfin de la RHF de manière générale, et la GMS. Les produits en RHF, ils n'ont pas nécessairement besoin d'être marketés et les marques ne sont pas nécessairement poussées. C'est totalement différent. Merci beaucoup, Maximilien. Du coup, je ne pense pas que Thomas monte sur scène. On va quand même, on va poser sa question en direct. Thomas demande comment expliquez-vous votre manque de rentabilité jusqu'à aujourd'hui face à celle à venir dans votre prévisionnel qui est beaucoup plus optimiste? Du coup, il y a eu déjà il y a l'expérience qui fait que je pense qu'on a commencé avec différents modèles. On a eu une phase en fait où on était vraiment axé sur la GMS, où on avait des marges qui étaient arrêtées sur la GMS. Et puis en fait, il y a un moment où le RHF a pris une très forte importance dans notre volume, beaucoup plus vite qu'on l'aurait pensé. Et du coup, les marges et les prix de vente sont plus bas en RHF et les marges le sont aussi beaucoup plus. Et en fait, on s'est fait prendre un peu sur un virage où on a répondu à la demande qui était là et la proportion RHF GMS s'est totalement inversée et on est revenu avec une marge qui est quand même bien tombée, qu'on a rattrapé l'année d'après. Ok. Merci à toi. Je sais pas. Et je pense qu'on peut aussi rajouter, parce que la question elle est intéressante, faut savoir que pour faire son trou dans les marchés du collectif, c'est pas forcément évident, et qu'à l'époque, on était rentré, il y avait quelques petits concurrents qui étaient là, et on était rentré grâce à un tarif plutôt attractif. Ça nous a permis de prendre les premiers, et du coup, après, on s'est repositionné en termes de marge et de tarifs sur le marché, et ça a inversé la tendance. Mais du coup, ça nous a permis au départ de rentrer à l'intérieur de ce marché. Très clair. Je ne crois pas qu'on ait d'autres questions. Est-ce que vous avez des choses à ajouter tous les deux? Peut-être raconter un peu comment se passe la rentrée sportive pour vous. La rentrée est très très sportive, du coup. Premièrement parce que les clients ils sont tous revenus. Tous les mêmes, hein, ils se réveillent au dernier moment, il n'y a pas de prévision. Ils sont censés nous donner des prévisions de commandes et du coup on les a pas nécessairement à temps. Puis nous on est là pour travailler, du coup on leur dit pas que c'est pas le moment et on essaye de faire de notre mieux. On avait des recrues qui devaient arriver et puis en ce moment le recrutement c'est pas évident comme sur beaucoup de marchés. Du coup on n'a pas forcément les équipes là, donc on tire un peu sur celles qu'on a en ce moment. Là on a quelques prévisions de nouveaux arrivants là d'ici 15 jours. Mais du coup c'est vrai qu'on court un peu, il y a un peu de maintenance, des nouvelles machines qui arrivent, on a à peu près 4 mois de travaux. Du coup on a commencé quelques aménagements nous permettant de fluidifier un petit peu la production. Donc, on a commencé les travaux il y a une semaine, il y a une dizaine de jours, et ça devrait se finir, je pense, courant novembre-décembre. Du coup, ça fait pas mal de boulot, tout ça. Eh ben, top. Juste pour rappeler, peut-être pour vous dire, la campagne devrait se clôturer fin octobre. Donc là, on est à 280 000 €. Pour ceux qui souhaitent investir, voilà, n'hésitez pas. Il y a Camille qui a mis le lien dans le chat. Et puis aussi, vous pouvez contacter les équipes LITA si vous avez des questions complémentaires. Et si vous avez encore des questions pour l'équipe Y, n'hésitez pas aussi à les faire passer par nous. Voilà, le lien, il est toujours possible. J'imagine que vous êtes disponibles tous les deux. On est disponible même pour des visites. S'ils veulent souhaiter voir le laboratoire, qu'on leur montre un peu les lieux, c'est avec grand plaisir. C'est surtout qu'il y avait une visite la semaine dernière, mais je pense que la rentrée fait qu'il n'y avait pas eu beaucoup de monde du côté LITA. Ils sont intéressés pour venir visiter les lieux, de nous rencontrer, etc. Il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir.
Eh ben, dites-nous, hein, voilà, si vous souhaitez visiter, c'est aussi l'avantage pour ceux qui habitent à Paris, c'est en local. Et puis pour les autres, en visite parisienne, si vous avez envie de venir, avec plaisir en tout cas. Et je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter, mais sinon, je pense qu'on est bon. Il y a peut-être une dernière question, je crois, qui s'est glissée. Ah, Denis demande comment on organise une visite. Denis, vous contactez l'ITA et on vous répond sur le chat de l'ITA quand vous connectez sur le site et puis on organise, on vous donne les renseignements pour organiser ça, si c'est bon pour vous. Merci à tous les deux et merci à tous d'avoir suivi ce live. Et puis le live sera à disposition sous forme de replay et sur la chaîne YouTube de l'ITA. Merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée.